Bonjour à tous. Alors, je remercie spécialement Véronique Vitton de m'avoir incité à d'intéresser à ce sujet que je ne connaissais pas de prime abord, en tout cas pas aussi bien que maintenant. En guise d'introduction, et je serai rapide, je dirais que la rééducation anorectale, c'est une thérapeutique de première intention dans différentes pathologies proctologiques courantes, au premier rang desquelles la dyschésie sur dysynergie et l'incontinence fécale. L'incontinence du postpartum et l'encomprésie en sont également. Ce ne sera pas l'objet spécifique de cette présentation, mais qu'elle est souvent méconnue des praticiens et qu'elle nécessite le recours à des kinésithérapeutes experts. Alors pour mettre en application ce précepte, nous avons ici une kinésithérapeute experte que je remercie, Sylvie Bilcock, qui va vous présenter le rationnel et la mise en place. Merci Damien. Merci pour votre invitation. Et donc la rééducation anorectale, c'est le traitement de première ligne pour l'incontinence, la dysynergie et les douleurs pelviennes. Donc, il va s'agir de prendre en charge des situations complexes, puisque les symptômes sont d'origine multifactorielle, que ces pathologies peuvent être intriquées, incontinence anale, fécale passive et dysynergie, et puis qu'elles peuvent se compliquer de troubles de la statique pelvienne. Donc, en fait, en rééducation, l'évaluation sera toujours pelvie-périnéale et intéressera les trois compartiments afin de pouvoir mettre en place un raisonnement clinique pertinent et de proposer une stratégie thérapeutique dans le choix de nos techniques. Donc, de toute façon, quelle que soit la situation, il s'agit d'un équilibre qui est rompu entre sensibilité et capacité rectale, coordination recto-anale, l'appareil musculaire sphinctérien, plus ou moins la qualité des selles. Alors ça tombe bien, puisque l'ensemble de ces paramètres est accessible à la rééducation. Et ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est le rationnel qui sous-tend notre approche rééducative. Le premier temps de la rééducation, c'est l'éducation. L'éducation, ça consiste à donner de l'information sur la pathologie, de l'information sur la physiologie anorectale et la mise en place du traitement de la rééducation comportementale, à savoir le respect des règles hygiéno-diététiques, entre autres. Heyman a montré que ce temps de rééducation comportementale associé à un traitement médicamenteux corrigeait l'incontinence fécale chez 21% et diminuait le nombre des épisodes de perte par semaine. Il est montré de plus que ce temps est un temps indispensable pour l'adhérence au traitement. Et en rééducation, l'adhérence au traitement sur le court et sur le long terme, c'est la clé du succès. Toujours dans cette notion d'éducation, il va y avoir l'apprentissage de la contraction ou relaxation volontaire. Elle se fait via une rétro-information simple, puisqu'elle peut être verbale ou visuelle, ou ce peut être par autopalpation, et il va s'agir d'un feedback. En rééducation, on va donner des consignes et il faut se méfier car il a été montré qu'en fonction de la consigne, eh bien, le schéma d'activation musculaire était différent, les variations de pression intra-abdominale générées étaient différentes également. Ce qu'il est montré aussi, c'est que la consigne verbale associée à un petit papier n'est pas suffisante et que le temps de la rétro-information par l'évaluation, et j'insiste, ce qui peut être uniquement externe, on n'est pas toujours dans l'endocavitaire, ça peut être visuel et ça peut être de la palpation, doit être fourni à la patiente. Maintenant, la technique, une des techniques dont vous avez le plus entendu parler, c'est le biofeedback. Là, l'information, la rétro-information va être fournie via une chaîne de mesure qui peut être soit électromyographique, soit manométrique. Il s'agit d'analyser un mécanisme d'activation musculaire lors d'un effort de retenue ou de poussée. Et cette technique, eh bien, elle est parfaitement protocolée. Il s'agit d'un conditionnement opérant qui doit respecter 4 phases bien décrites. Les contre-indications du biofeedback, moi je retiendrai surtout les troubles cognitifs, la fissure anale qui est présente, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même une action sur la fissure par hypertonie, sur le biofeedback par relaxation. Donc pour éviter les fissures récidivantes, il y a une place pour la rééducation.
Pour ce qui concerne les abus sexuels, eh bien, toute technique endocavitaire, ça ne concerne pas seulement le biofeedback, toute technique endocavitaire est contre-indiquée. Et je rajouterai à ces contre-indications le rectum radique pour ce qui concerne le biofeedback manométrique. On s'est posé la question de savoir s'il y avait des patients cibles pour la rééducation des dysynergies. Donc, ce sont des patients qui sont non répondants au traitement conservateur et qui présentent 2 tests dynamiques positifs, à savoir un test d'expulsion négatif, une évacuation incomplète, le tout associé à une contraction paradoxale ou un défaut de relaxation de l'appareil sphinctérien. On s'est posé la question de savoir s'il y avait un type de dysynergie qui était plus répondante qu'un autre pour la rééducation. Eh bien, les auteurs ne sont pas d'accord et il n'y a pas de notion de facteur prédictif de succès en fonction du type de dysynergie. Donc, il s'agit pour la dysynergie d'un biofeedback par relaxation, donc l'apprentissage de la défécation correcte. La relaxation musculaire, elle peut être faite par les 2 types de biofeedback, mais seul est accessible au biofeedback manométrique le contrôle des pressions intra-abdominales, l'augmentation de la pression rectale par exemple, l'effort de poussée correct, l'expulsion du ballonnet, il peut être fait en dehors de tout biofeedback et l'amélioration de la sensibilité rectale aussi. Quand on regarde les protocoles, ils sont tous variables entre eux. Les revues de littérature sont concordantes. Les protocoles comportent des temps, des fréquences différentes. Donc, à la question, est-ce qu'il y a un protocole optimal? La réponse est non. En revanche, on peut se poser certaines questions. Est-ce qu'un biofeedback est supérieur à l'autre? On voit bien que le biofeedback manométrique présente des intérêts supérieurs. Eh bien, la réponse est non. Ce qu'on sait, c'est que du biofeedback, on peut attendre une amélioration en 4 à 6 séances. C'est une technique qui ne présente pas d'effets secondaires indésirables, et ça, c'est vraiment un énorme point d'intérêt, et qui nécessite des séances de suivi. On peut se poser la question de savoir si le biofeedback est supérieur aux autres traitements conservateurs, et là, la réponse est oui. Donc, elle est supérieure aux traitements laxatifs, aux règles hygiéno-diététiques, aux relaxants musculaires, et là, les méta-analyses sont concordantes. Oui, le biofeedback est supérieur. Maintenant, quand on parle de l'incontinence anale, l'objectif, il est inverse, c'est le renforcement de l'appareil sphinctérien qui peut se faire via des exercices de contraction seuls ou par les 2 types de biofeedback. Ça va être la même chose pour travailler la coordination recto-anale, une réponse plus rapide à la distension rectale ou une meilleure tolérance à la distension, eh bien, ce sera le biofeedback manométrique. Les protocoles, eh bien, ça va être la même chose. Ils vont être diverses. Les fréquences vont être diverses. Le nombre de contractions, le type de contraction. Donc, ils ne sont pas comparables entre eux. Et donc, il n'y a pas de protocole optimal retrouvé. Alors, je crois que le plus simple dans ces cas-là, c'est de revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est la règle sur le renforcement du muscle strié, quel qu'il soit. En fait, c'est un processus qui comporte une phase d'apprentissage en 3 semaines, qui va présenter un facteur nerveux d'adaptation dans les 3 semaines suivantes. De 6 à 12 semaines, on aura des facteurs musculaires d'adaptation et à partir de 12 semaines, le processus d'entretien. Après, c'est toujours la même chose, que ce soit l'évator ani ou le sphincter anal externe, va répondre aux mêmes règles. La fréquence, elle est pour le renforcement musculaire contre résistance de 3 par semaine. Donc on voit là toute la place de l'auto-entraînement à domicile. Ce qu'on sait, c'est que pour gagner en force, il faut mettre beaucoup de charge et peu de répétitions. La charge pour un plancher pelvien, eh bien, c'est la résistance digitale ou alors la mise debout du patient. Quand on dit qu'on met un patient en charge, ça a du sens. Et pour travailler l'endurance, eh bien, c'est peu de résistance et beaucoup de répétitions. Comment évaluer la rééducation? Eh bien, il faut déjà avoir posé des objectifs réalistes et on ne va pas forcément viser la guérison, mais diminuer l'impact au quotidien des symptômes.
c'est-à-dire on est des kinésithérapeutes, diminuer les restrictions d'activité, améliorer l'image de soi et remettre des patients en mouvement en situation de continence. Alors à chaque fois qu'on fait un topo, on apprend quelque chose, on découvre des choses. Et là, j'ai découvert le questionnaire ICIQB qui est... il y a l'équivalent pour les pathologies urogynécologiques, mais c'est le seul questionnaire que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, qui questionne l'impact sur la vie sexuelle des troubles anorectaux, qui, ma petite flèche bleue, souligne l'anxiété des patients. Donc on voit parfois nos patients ont peu d'épisodes, mais beaucoup d'anxiété. Donc c'est la crainte d'avoir des pertes qui donne des restrictions d'activité. Et puis 4 questions sur la qualité de vie. Voilà. Merci. Et donc, une fois qu'on a bien compris ces rationnels et le fait qu'il n'y ait pas de protocole de biofeedback supérieur à d'autres, on va maintenant essayer de voir dans la littérature quels sont les résultats de ces différentes techniques en fonction des indications. Dans le cadre de la dysynergie défécatoire, il est prouvé manométriquement que la rééducation par biofeedback augmente les forces de propulsion abdominale, améliore la relaxation des sphincters et du puborectal pour des seuils de distension rectale plus faibles et améliore la coordination poussée-relaxation. Il y a de très nombreux essais randomisés contrôlés qui sont soit contre placebo, soit contre d'autres méthodes de rééducation, dont les résultats sont univoques en faveur de la supériorité du biofeedback dans cette indication, ce qui donne lieu à des recommandations européennes et américaines de niveau 1 pour recommander le biofeedback comme technique de rééducation de choix pour la dysynergie la dyschésie sur dysynergie. Dans le cadre de l'incontinence, la littérature est beaucoup moins univoque. Les données manométriques laissent penser que la rééducation par biofeedback dans l'incontinence améliore les troubles de la sensibilité rectale en premier plan et la synchronisation avec une réduction du délai entre la sensation de besoin et la contraction. Les pressions sphinctériennes au repos et en contraction volontaire sont probablement peu ou pas modifiées. La littérature, je vous l'ai dit, elle est non univoque. Il y a même une revue Cochrane de la littérature qui a été mise à jour en 2003, 2006 et 2014, qui ne permet pas de conclure sur l'intérêt évident du biofeedback dans l'incontinence fécale. Plusieurs essais randomisés contrôlés également ne permettent pas de trouver de supériorité, parfois grâce à la grande efficacité d'une phase d'éducation, tout comme on l'a évoqué, ou parfois même face à un traitement médical bien conduit, il n'y a pas de différence significative. Néanmoins, dans plusieurs études, et dans une étude française parue en 2014, randomisée contrôlée, on retrouve une amélioration significative des symptômes d'incontinence avec le biofeedback, qui est supérieure aux exercices simples du penché pelvien sans biofeedback, que le biofeedback semble d'autant plus efficace qu'il vient en complément d'un traitement médical bien conduit, et que l'ajout d'une électrostimulation améliore les performances du biofeedback. La limite de ces études, c'est que les protocoles sont tous différents, il n'y a pas de protocole qui sort du lot, que les données à long terme sont peu disponibles et qu'il s'agit d'une population à plus de 90% féminine dans toutes ces études, alors que dans la réalité de la prévalence de l'incontinence fécale, on sait que, notamment dans la population âgée, la prévalence chez l'homme et chez la femme tend à se rejoindre. Néanmoins, le biofeedback fait aussi l'objet de recommandations européennes et américaines dans la prise en charge de l'incontinence fécale, avec un grade de recommandation plus faible. En préparant cette présentation, on s'est posé la question de situations spécifiques qui posent problème en pratique clinique et pour lesquelles on voudrait essayer d'apporter des éléments d'éclairage. Il y a l'incontinence au gaz, les douleurs pelvipérinéales chroniques et les troubles de la statique pelvienne. Dans le cadre de l'incontinence au gaz, il s'agit d'une population en général peu étudiée pour la simple et bonne raison que les critères de Rome retiennent comme critère diagnostique l'incontinence fécale avec des pertes de matière. Et donc souvent les patients qui n'ont une fuite de gaz uniquement de gaz sont exclus de ces études. Néanmoins, il y a une étude très récente qui s'intéresse spécifiquement à cette population qui retrouve que les patientes souffrant d'incontinence au gaz sont souvent plus jeunes et plus constipées, avec des selles plus dures que les patientes qui souffrent d'incontinence fécale, et qu'il existe une prévalence élevée de traumatismes obstétricaux et de troubles de la physiologie anorectale, qui sont deux indications
à la rééducation. Peu de données dans la littérature sur l'efficacité de la rééducation dans l'incontinence isolée au gaz. Dans une seule étude randomisée contrôlée, cette donnée est disponible et retrouve en effet une amélioration. Néanmoins, ça reste un problème du quotidien très difficile à soulager, pour lequel, d'expérience, la rééducation n'est pas forcément toujours une solution très satisfaisante. Dans les douleurs pelvipérinéales chroniques, l'efficacité de la rééducation a été prouvée dans des essais dédiés pour le syndrome des releveurs de l'anus, notamment par le biofeedback, et d'autant plus que l'on perçoit à l'examen clinique une contracture douloureuse du muscle releveur de l'anus. La coccycodine a également fait l'objet d'un essai randomisé contrôlé sur des manipulations coccygènes avec une tendance presque à la significativité pour l'efficacité de ces manœuvres. Et dans le cadre des syndromes douloureux pelviens complexes, elle fait également partie de l'arsenal thérapeutique. Dans le cadre de la névralgie pudendale par compression, il y a très peu d'articles, il n'y en a aucun qui étudie le biofeedback spécifiquement dans cette indication, mais un groupe français d'experts en prise en charge de la douleur et notamment de la névralgie pudendale s'est positionné sur cette question et a dit qu'en l'absence de données dans la littérature, le groupe de travail recommande tout de même la kinésithérapie pour les névralgies pudendales par compression associées à des syndromes myofasciaux. L'objectif est de détendre les complexes musculaires douloureux, de cibler les zones gâchettes, d'augmenter les amplitudes articulaires et d'augmenter les flux sanguins. Les recommandations américaines de 2021 recommandent également le biofeedback dans les douleurs pelvipérinéales chroniques avec anomalie à la manométrie anorectale. Enfin, la rééducation a-t-elle un intérêt dans le cadre des prolapsus pelviens ? Différentes études ont permis d'apporter un éclairage sur cette question. En synthèse, on peut conclure que la rééducation périnéale a un intérêt dans la prise en charge des prolapsus pelviens, a fortiori s'ils sont associés à une dyschésie ou à une incontinence. La méthode de choix est alors le renforcement des muscles du penché pelvien, et les résultats sont très en faveur d'une réduction des symptômes liés au prolapsus. Les effets sur la réduction du degré de prolapsus sont probablement nuls ou incertains, et ce d'autant plus que le grade est important. En conclusion, il est important de souligner que la rééducation commence par une bonne phase d'éducation. Cette phase d'éducation permet, dans presque 20% des cas, de soulager suffisamment le patient pour qu'il ne soit pas demandeur de soins supplémentaires. Il s'agit d'une thérapeutique avec une efficacité démontrée dans plusieurs pathologies, surtout pour l'entraînement à la relaxation, la dyschésie avec dysynergie ou les syndromes douloureux. Dans le cadre du renforcement musculaire, l'efficacité est moins certaine. L'absence de protocole de biofeedback spécifique ne permet pas de recommander un protocole plus qu'un autre. Il faut faire appel à des kinésithérapeutes experts que vous pouvez trouver soit sur le site de la FREP, soit sur le site de l'IPPP. Et il est bien important de détailler sur vos prescriptions les indications et les modalités de rééducation que vous souhaitez discuter. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre intervention. Est-ce qu'on a le temps, je crois, pour une petite ou quelques petites questions ? Alors Thierry Guéraud. Merci, bravo pour la présentation. Donc sur la dyschésie, il n'y a pas trop de discussion. Sur l'incontinence anale, un petit peu plus, si j'ai bien compris. Notamment sur l'intérêt du renforcement musculaire qui n'apporterait pas grand-chose, si j'ai bien compris. Tu as parlé d'électrostimulation. Donc quand on prescrit ça, il faut préciser un petit peu plus. Ce sont des sondes particulières, c'est combien de séances ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux patientes pour les prévenir ? Juste après nous, il y a un topo sur l'électrostimulation. Donc on n'a pas abordé l'électrostimulation. Quelque chose ? Mais les mécanismes d'action de la rééducation ne sont pas démontrés. C'est-à-dire que ce que l'on n'a pas montré, c'est qu'il y avait manométriquement une augmentation de la force du sphincter anal externe. Donc, mais ça va être pareil pour l'incontinence urinaire, hein, les mécanismes ne sont pas démontrés. Donc c'est beaucoup plus global et pour autant on ne peut pas dire que les techniques de renforcement musculaire ne soient pas efficaces, puisque ça reste quand même le verrouillage périnéal, que ce soit c'est l'effort de retenue. Donc oui, on arrive quand même à améliorer les situations. Donc il y a quand même une recommandation de grade B.
Amine Alam. Une petite question, déjà très bien la présentation, merci beaucoup. Pour les douleurs pelvipérinéennes, notamment la névralgie pudendale par compression, j'imagine que c'est des patients qui sont très douloureux. Moi-même, je suis ces patients et j'en vois parfois pour rééducation anopérinéale. J'aimerais bien voir ton approche, Sylvie. Comment tu fais pour un patient qui est très douloureux pour faire ces qu'est-ce que tu lui proposes en fait? Ce qu'on va lui proposer, ce sont éventuellement des techniques de thérapie manuelle, de la relaxation, toutes les techniques. Donc on peut aussi avoir tout ce qui est manipulation au sens propre du terme. Après, il y a aussi l'apprentissage, toute l'éducation thérapeutique que l'on fait autour de la douleur. Et là, c'est une éducation thérapeutique qui concerne n'importe quel type de douleur. Ce sera une approche plusieurs compartiments. Je parle, par exemple, il y a un syndrome myofascial qui est associé, donc c'est pas très facile souvent de mettre, même pour faire un toucher, c'est pas facile pour ces patients en consultation. Donc, est-ce qu'il y a des techniques en particulier, car moi je prescris souvent en séance de rééducation en complément avec tout ce que l'éducation, le traitement pour la douleur neuropathique, etc. Les techniques sont pas forcément endocavitaires. Donc quand on recherche les points gâchettes, ils peuvent être sur tous les muscles pelvipérinéaux. Il faut bien voir ce plancher pelvien, le considérer comme une sphère pelvienne. Donc on parle de rééducation pelvipérinéale. Donc on va prendre en charge l'ensemble des complexes musculaires pelvipérinéaux avec tous les muscles fessiers. Entre autres, tous les rotateurs de hanches. On ne peut pas isoler le pelvis comme une structure comme avec une vue analytique. La vue, elle est forcément globale. Là. Merci beaucoup. Bonjour, Virginie Poulain au Luxembourg. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de protocole de supériorité d'un protocole vis-à-vis d'un autre, mais moi je suis toujours un petit peu embêtée quand je demande du biofeedback. Les patientes évidemment choisissent leur kiné et puis elles reviennent avec des expériences totalement... On n'entend pas la question, On n'entend en fait, pas, je suis désolée. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc je comprends bien qu'il n'y a pas de supériorité d'un protocole vis-à-vis d'un autre, mais je trouve que les patientes relatent des expériences totalement différentes. Une fois, un kiné va utiliser une sonde vaginale, une autre fois une sonde anale, une autre fois avec stimulation électrique, une autre fois juste une thérapie manuelle avec un toucher vaginal ou anal et une réponse verbale. Moi, je suis un petit peu étonnée. Qu'est-ce que vous conseillez? Il n'y a pas de méthode de rééducation, il y a des techniques. Exactement, je sais pas moi, si je fais un parallèle, en salle de naissance, il y a des forceps, il y a des ventouses, il y a des cuillères. Chaque situation va appeler une technique et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier. C'est-à-dire qu'on va avoir un arsenal thérapeutique et que, en fonction de l'analyse clinique, est-ce que je vais d'abord prendre en charge le prolapsus? Est-ce que je vais d'abord prendre en charge la dysynergie? Quelle va être la voie d'abord? On a bien sûr un rationnel avec les EBM, mais on a aussi le choix du patient. Il y a des patients qui vont préférer des techniques endocavitaires. Il y a des patients qui ne voudront pas de toucher anal. Donc, c'est une constante adaptation, une réévaluation continue. Et c'est bien que vos patients vous relatent des choses différentes, parce qu'ils sont tous différents. Donc, il n'y a pas de protocole standard. C'est bien une individualisation du traitement que l'on recherche en rééducation à partir d'un raisonnement clinique bien posé. Est-ce que je réponds à votre question? Et oui, on peut par exemple avoir un abord vaginal. Parce que les releveurs, le puborectal, il va être accessible beaucoup plus facilement par voie vaginale. On a la place pour une seule question, je suis désolée. Donc une petite dernière question. Merci Sylvie. En fait, juste une question. En fait, j'étais étonnée que le niveau de preuve est au final très bas pour l'incontinence, alors que c'est la demande qui est majeure.
Donc, pour les protocoles d'électrostimulation, j'ai vu qu'il y a d'autres techniques de champs électromagnétiques pour la stimulation des muscles, notamment après accouchement, etc., renforcement musculaire, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, la stimulation électromagnétique, on avait fait un topo sur les nouvelles technologies pour la SIFUN. Il n'y a pas les études, il y a toujours un biais, c'est qu'elles sont commanditées par le fabricant de matériel, que c'est des tout petits nombres et qu'on n'a pas d'essais contrôlés randomisés. Maintenant, c'est pas une situation. Ça ne peut pas être la seule technique de rééducation, ça c'est clair. On a vu que la phase d'éducation était indispensable. Et pour ce qui est de l'efficacité, voilà. On est à la limite de la technique non évaluée. Ok, merci beaucoup. On doit s'arrêter. L'oratrice suivante s'impatiente.